Donc, sur une musique de Jacques Brel, avec des bruitages de Lorraine Berger-Afanassieff, la complainte du port de la mer de glace. Le port de la mer de glace, c'est un bar de Val-Misère, où s'enivrent des compères, où harangue Salas. C'est Gérard qui tient ça, on le nomme l'amiral, un natif de Cancale, baptisé au Calvaire. Au port de la mer de glace, il y a aussi Fernando, le boulanger d'en face, qu'on appelle le Porthos. Et puis Toby, son chien. Au port de la mer de glace, il y a aussi Clint Eastwood, pas celui d'Hollywood, un qui descend de l'espace. C'est le zinzin du village qui tourne toujours à gauche, qui tourne toujours au rouge, perdu dans les nuages. Puis il y a les cantonniers, le grand Boris et Polo. Puis il y a les cantonniers, le grand Maurice et Polo, qui se terrent au bistrot dès qu'il se met à neiger. Et puis il y a moi, guide de haute montagne, métier de con, gars de misère, de la vie du barman. Bon, ça c'est après une partie. T'es prête pour la suite là? J'ai pas tout compris, mais on va essayer. Le port de la mer de glace, c'est une série de livres à la robe de cuivre, aux effluves tenaces. Le premier millésime, t'es pas celui là-dessus? Si, parce que j'en ai plus de l'autre. Ah, donc. Il est épuisé, victime de son succès. Le premier millésime nous entraîne dans les drues, trimballant des grandes crues pour braver les abîmes. Voilà, c'est prêt. Et puis on prend la mer, se perd sur celle d'Irlande, à Costo, Groenland, on visait le Cap Vert. On prend de l'altitude. Ah non, ah ouais. Le zinzin se fait la malle, on prend de l'altitude. On plonge dans les Bermudes. Là, tu vas trouver. On tutoie le Saint Graal. Du port de la mer de glace, voici le petit nouveau, où tout part à volo quand le zinzin trépasse. Lancé à sa poursuite, on bascule outre-tombe, emporté dans la trombe d'une effroyable cuite. Le zinzin, nous voilà, pour y croire, faut qu'on se pince, avec Brel et Brassens, on chante dans l'au-delà. Chers amis assoiffés, plongez-vous enivrés dans cette nouvelle cuvée du port de la mer de glace. Ouais. Tome 7. Chapitre 1. J'ai mon truc là. Un ciel gai comme un pinson illuminait cette belle journée d'automne. Les derniers mélèzes encore en feu claironnaient dans la forêt, relayés en sous-bois par les pavillons des girolles. Tout le village s'était rassemblé à 14h au cimetière. Monsieur le curé agita son goupillon, grommela quelques mots en latin, se signa et laissa place à la famille. Pas de condoléances, pas de simagrées inutiles. À Val-Misère, le rituel de l'immunation était expéditif. Chacun participait à l'ensevelissement avec une motte de terre jetée sur le cercueil, dernier service rendu aux défunts. Puis tout le monde se retrouva au port de la mer de glace pour le verre du souvenir. Les conversations allaient bon train. Il avait quel âge? 45. C'est pas vieux pour mourir. Il n'y a pas d'âge pour ça. Une crise cardiaque? L'Espal, il a dit qu'il savait pas. On l'a retrouvé mort dans son lit. Peut-être qu'il est mieux où il est, peut-être. Tome 7, chapitre 2. Bon. On va tout faire le livre, comme ça. L'amiral remplissait les verres de ses clients avec l'enthousiasme d'un pompiste salarié. Le journal était intact, ses titres exacts, ses mots fléchés vierges. En perdant son fou, le village avait perdu son âme.
C'est qui le maléja qui a retourné sa tombe? Hélène venait d'entrer dans le bar furibarde. Qu'est-ce que vous dites, s'étrangla Maurice, qui faisait office de fossoyeur. Mon petit-fils, sa tombe, elle est grande ouverte. Mais c'est pas possible, hier après l'enterrement, j'ai remis de la terre. Avec Polo, on allait y finir ce tantôt. Bah de la terre, il y en a plus. Et le cercueil, s'enquit l'amiral. Bah il est dedans. C'est un cercueil, pas une soucoupe volante. Et lui, demanda Séraphin, il est encore dedans? Où que tu veux qu'il soit? Avec votre petit-fils, risqua Gérard, on peut s'attendre à tout. Une nouvelle procession monta vers le cimetière d'un pas beaucoup plus alerte que la veille. Il y a quelque chose qui cloche, dit aussitôt Maurice. Polo, toi qui es souple, descends là-dedans, je te tiens. Le cantonnier adjoint se retrouva bientôt au fond de la sépulture, à califourchon au-dessus du cercueil. Les clous, dit-il aussitôt, ils y sont plus. Un frisson parcourut l'assistance. Ouvre-la cette boîte, bon Dieu, brailla Maurice. Dans un silence de cathédrale, Polo souleva lentement le couvercle et le cercueil était vide. Suspense. Alors, la première fois que j'ai lu un livre qui me fait rire, c'était Le Beaujolais nouveau est arrivé. Je ne sais pas si vous connaissez. René Fallet. René Fallet. Et Trop bien. pour mon histoire, il me fallait un... René Fallet, je ne sais pas si vous le connaissez. Vous connaissez ça. Tu peux prendre les chaises derrière. Vous entendez parler de Brassens et descendu? C'est un ami de Brassens, d'ailleurs. René Fallet, donc. Alors, tiens, sur René Fallet, je ne sais pas si vous connaissez, mais vraiment, je vous le recommande comme auteur. Il a fait donc Le Braconnier de Dieu, qui est vraiment excellent. Ce livre, Le Beaujolais nouveau est arrivé. Les vieux de la vieille. Et il y a forcément un titre de René Fallet que vous connaissez, mais plutôt à travers le cinéma. C'est La soupe aux choux. Ouais. La soupe aux choux. Alors, quand on a lu le livre, comme d'habitude, et qu'on voit le film, on le trouve un petit peu caricatural. Mais ce qui est réussi, je trouve, dans La soupe aux choux en tant que film, c'est le casting. Avec Villaret qui fait la denrée, De Funès qui fait le glaude, et puis Jean Carmet qui fait le bombé. Et moi, pour mon histoire, il me fallait que j'ai un gendarme, parce que du fait qu'il y a un ressuscité à Valmisère, la police est sur les dents, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dans le cimetière, donc ils mettent un planton. Et il fallait que je trouve ce planton. Et au bout d'un moment, au début, je me suis dit, bon, je vais prendre un gars du sud-ouest avec des moustaches, puis ça me plaisait pas. Et puis j'ai pensé à Jean Carmet, mais comme il est dans la soupe aux choux, c'est-à-dire un petit peu porté sur la boisson, et puis avec cet accent typique du Berry. Et donc il est planton au cimetière de Valmisère, pour veiller à ce que les touristes ne rentrent pas trop dans le cimetière et dérangent les morts. Et puis un beau soir, il sort du bistrot, il arrive dans le cimetière et il réalise que le mort est revenu dans son cercueil. Il a l'air sa hiérarchie et la suite va venir. Procédé dans les règles de l'art. Debout, à la tête de la fosse, le brigadier-chef distillait ses ordres avec autorité. Le planton du cimetière, un pied de chaque côté de la bière, tenta de se mettre au garde-à-vous et faillit se retrouver à plat ventre sur le cercueil. Même s'il avait cuvé quelques heures, le calvados circulait encore gaillardement dans ses veines. « Je ne vous demande pas de saluer, Godinot !» s'énerva la salle. « Nom de là !» gémit-il, malheureux en se redressant. « Procédez comme dans toute perquisition. Faut-il que je frappe à la porte ? 3 fois. C'est bien la première fois que je toque au couvercle d'un cercueil. Toc, toc, toc. Gendarmerie nationale, je vous somme d'ouvrir. » Bien, approuva le brigadier-chef. Ça répond point, chef. Réitérez l'opération plus fermement. Toc, toc, toc. Gendarmerie nationale, vous êtes cerné. Je vous ordonne de sortir de là, derrière sommation, avant qu'on enfonce la porte. N'en faites pas trop quand même. Non mais dit une voix de femme, vous vous croyez où ? L'Hélène, un fusil sous le bras, venait de se pencher à son tour au bord du trou. C'est vous qui allez sortir de là et plus vite que ça. Le brigadier-chef tenta de calmer les choses. Veuillez nous excuser, madame, mais le gendarme, si présent, nous a informé du retour du défunt cette nuit. Nous procédons à une simple vérification des faits. Et mon fusil, si présent, vous voulez que je vous le vérifie s'il est chargé ? Veuillez baisser votre arme, madame, ou je devrais vous poursuivre pour menace envers un représentant de l'ordre. Pan ! La balle avait fusé dans le ciel norme de novembre. Et moi, je vais vous poursuivre à coups de chevrotine dans le cul si vous foutez pas le camp. Nous nous reverrons, madame, répondit vertement le brigadier-chef. C'est ça, en attendant, si je vous revois, c'est au cimetière, et il y restera. Alors, en fait, tout est parti d'une chanson, toute cette histoire. J'ai commencé à écrire ce petit bouquin en 2021.
Et en 2021, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on célébrait les 100 ans de la naissance de Brassens. D'ailleurs, 2021, c'est une très grande année, puisque sont nés en 2021, Papy, non, non, ils sont nés en 1921, donc, non pas Papy, mais Gaston Rébuffat, Lionel Terray et Louis Lachenal. Et mon beau-père, qui lui était égrentier, ça n'a rien à voir. Et cette chanson qui m'a fait partir dans ce délire, c'est la supplique pour être enterré à la plage de Ceste de Georges Brassens. Alors on va essayer de s'en faire quelques couplets. Et si vous voulez participer, c'est volontiers. Hein. La Camarde qui ne m'a jamais pardonné d'avoir semé des fleurs dans les trous de son nez me poursuit d'un zèle imbécile. Alors, cerné de près par les enterrements, j'ai cru bon de remettre à jour mon testament, de me payer un codicille. Trempe dans l'encre bleue du golfe du Lion, trempe ta plume au mon vieux tabellion, et de ta plus belle écriture, note ce qu'il faudrait qu'il advint de mon corps lorsque mon âme et lui ne seront plus d'accord que sur un seul point, la rupture. Mon caveau de famille, hélas, n'est pas tout neuf, vulgairement parlant, il est plein comme un œuf, et d'ici que quelqu'un en sorte, il risque de se faire tard. Je ne peux dire à ces braves gens, poussez-vous donc un peu, place aux jeunes en quelque sorte. Je suis le maître à bord, sauve qui peut le vin et le pastis d'abord. Chacun sa bonbonne et courage. Et qu'en prenant ma butte en guise d'oreiller, une ondine viendra gentiment sommeiller, avec moins que rien de costume. J'en demande pardon par avance à Jésus, si l'ombre de ma croix s'y couche un peu dessus, pour un petit bonheur posthume. Pauvre roi Pharaon, pauvre Napoléon, pauvre grand disparu gisant au Panthéon, pauvre cendre de conséquences. L'homme avait poussé la porte du bar comme s'il entrait chez lui. « Salut la compagnie !» lança-t-il joyeusement. Un petit rondouillard à moustache, les cheveux gominés, vêtu d'un costume rouge des plus discrets. « Aubergiste, offrez un verre à ces braves gens, c'est moi qui régale. » Tout sourire, il s'installa au comptoir entre les cantonniers et la bévote. « Je me présente, Prosper Delafosse de la société Funéralpe, enterrement en tout genre. »« Monsieur Désir ?» lui demanda l'amiral. Après avoir consulté les verres présents sur le zinc, il se prononça. « Je vois que l'heure est au blanc. Mettez-moi la même chose, mon ami, et dites-moi, le terrain au-dessus du cimetière, il est à vendre ?»« C'est un terrain communal, lui répondit Maurice. « Et la commune, serait-elle prête à vendre ?»« Ça, j'en sais rien, faut leur demander. Vous voulez en faire quoi ?»« Construire, mon ami, construire. Mais c'est inconstructible, rapport aux avalanches. » Le nouvel arrivant partit d'un grand rire. « Pour ce que je veux construire, les avalanches, elles repasseront. » Le cantonnier chef le regarda en fronçant le sourcil. « C'est quoi que vous voulez construire? Un parking souterrain? Vous ne croyez pas si bien dire, mon ami, vous ne croyez pas si bien dire. Je vous préviens, sourit Maurice. S'il y a 10 bagnoles à Val d'Isère, c'est bien le grand bout. Qui vous a parlé de voiture? Val d'Isère. J'ai dit quoi? d'Isère. À Val d'Isère? 10 voitures à Val d'Isère. Qui vous a parlé de voiture? Il y a bien mieux à enterrer ici. Des déchets nucléaires, s'enquérit l'amiral soupçonneux. Vous m'offensez. Je vous rappelle que je travaille pour une société de pompes funèbres. L'inconnu leva son verre. À votre santé à tous. Après une longue gorgée, il reprit la parole sur un ton enthousiaste. Ce qui fait la qualité d'un cimetière, c'est sa terre, comme ce bon vin que nous dégustons ensemble. Et la terre de votre village vient de faire ses preuves. Une terre où les morts ressuscitent. Vous imaginez quelle valeur commerciale. Sans parler de la vue.
J'ai déjà en tête ma publicité pour le magazine Notre Temps. Ne vous faites pas enterrer dans un coin sans avenir. Choisissez une bonne terre, vivace. Achetez dès aujourd'hui une concession à Val-Misère, le village des morts éphémères. Jusqu'à présent, modéra Polo, il n'y en a qu'un qui a ressuscité. Mais peu importe, mon ami. Il en va de la mort comme de tout. Regardez tous ces gens qui jouent au loto avec combien de chances de gagner. L'espoir fait vivre, croyez-moi. Le croque-mort regarda sa montre. Bon, je dois vous laisser. Je vous donne ma carte au cas où. Chez Funéralpes, pas de tête d'enterrement. On a la mort joyeuse. Comme notre dernière trouvaille, le cercueil éjectable. Une option proposée aux prétendants à l'au-delà qui veulent jouer un dernier tour à leurs proches. Au moment où je demande à la famille si je peux fermer définitivement la bière, clac! Le couvercle s'ouvre comme une boîte à diable et le mort, grâce à un astucieux système d'articulation, se redresse dans son cercueil et fait un bras d'honneur. Ça fait fureur dans les familles déshérités. Alors, donc il y a un second rôle, il y a un autre second rôle qu'il me fallait. Il me fallait donc un gendarme, puis après il me fallait un croque-mort, et après il me fallait un bon butch de la vallée qui circule en tracteur. Voilà, il y en a qu'on trouvait tout de suite. J'ai pas été chercher bien loin. Dans le bouquin, il s'appelle Pierrot de la Joue, mais en vrai, c'était Polo Belin. Alors pour ceux qui ne le connaissaient pas, c'était vraiment une figure d'Argentière. Je dis, malheureusement, il est parti, j'ai dit, je parle au passé. Et un costaud avec une barbe comme ça, et il circulait toujours en tracteur parce qu'il s'était fait piquer son permis, bien sûr. Et un soir, j'étais au Savoie-Bar avec Polo. Et à l'époque, ma compagne avait un chien, une chienne plutôt, un petit setter. Et ce chien, il n'aimait pas être par terre, donc je le prenais souvent dans mes bras au comptoir. Puis il y avait Polo à côté. Et Polo, il était en fin d'apéro, il avait commencé le matin à 8h, là c'était 21h. Donc il était bien entamé. Et à un moment, je ne sais pas ce qu'il lui prend, il approche ses mains comme ça de ma chienne, là. Je dis, il veut la caresser et tout, puis il fait mine de l'étrangler. Je dis, mais ça va pas, Polo. Je le pousse comme ça, mais comme il tenait plus debout, il a tombé de son tabouret, cubélé parmi, comme on dit. Puis il est parti dans le bar en slalomant, comme ça. Puis il est sorti du Savoie-Bar. Et puis 30 secondes après, entre-temps, il y a un Anglais qui vient me voir, il y avait une table d'Anglais qui était là, qui avait assisté à la scène, puis il y a un Anglais qui vient me féliciter, il me dit, c'est bien, ils sont fous, parce que les Anglais, ils sont très pour les animaux. Il me félicite. Et à ce moment-là, la porte s'ouvre et il y a Polo qui réapparaît. Il doit avoir encore une petite soif. L'Anglais, il a bondi comme ça, puis il s'est rué dessus, puis il a balancé un grand marron. Et Polo est reparti dans la rue, puis il a refermé la porte. Et là où ça devient drôle, c'est qu'à ce moment-là, il y avait des Écossaises qui descendaient la route. Et elles, ce qu'elles ont vu, c'est qu'un brave homme comme ça s'avançait dans le Savoie-Bar pour aller boire un verre. La porte qui s'ouvre, il prend un grand marron dans la gueule, puis la porte qui se referme. Alors bien sûr, ça les a énervés, et elles sont rentrées dans le bar, des Écossais, une équipe d'Écossaises, et puis elles ont repéré tout de suite l'Anglais, elles avaient repéré sa manche, je sais pas quoi. Ils disent, mais c'est où qui avait fait ça? Ils se sont engueulés, ça a fini en, comme on dit en rugby, en Calcutta Cup. C'est un match de rugby tenace entre les Écossaises et les Anglais, et Dieu merci, c'est les Écossaises qui ont gagné. Alors je dis ça parce qu'il m'arrivait souvent de ramener ce Polo Belin le soir, quand il était cuit comme ça, de le ramener à la Joue, il habitait à la Joue. Et si vous connaissez la Joue, pour arriver à la Joue, il faut passer sous le pont du chemin de fer, et à 5 grammes avec son tracteur, c'était quand même une entreprise périlleuse. Donc je le ramenais le soir, et c'était très bien organisé là-bas, dans leur coin à la Joue. Il y avait le bachal, dedans il y avait les bouteilles de blanc, et puis il y avait sa ferme, là. Et sur le mur de la ferme, il y avait le boîtier électrique. Et à l'intérieur du boîtier électrique, c'était le bar. Il y avait la bouteille de Ricard, la bouteille de whisky. Et à chaque fois qu'on buvait, pour me remercier, il me payait un petit coup de blanc. Et il y a son voisin d'à côté, un autre personnage extraordinaire de Chamonix, qui est décédé malheureusement aussi, qui venait trinquer avec nous. Et ce mec-là, j'en parle parce qu'il ne faut vraiment pas l'oublier, c'était Henri Perradio. Je ne sais pas si vous l'avez connu. Et Henri Perradio était dentiste de son état. Donc il venait trinquer avec nous. Un jour où j'avais des problèmes dentaires, je dis bon, je vais aller chez Perradio. Il m'avait dit, j'ai mon cabinet qui est dans l'avenue de la Gare, l'avenue Michel Cros, là, au premier étage. Donc je rentre là-dedans. Et pourtant c'était un gars il a été major de sa promotion comme dentiste, et il avait même soigné le général de Gaulle.
C'était vraiment une pointure. Mais le cabinet dentaire, vraiment, c'était à voir. Donc je rentre là-dedans, et en fait, c'était un appartement qu'il louait, mais il l'avait laissé tel quel. C'est-à-dire que la salle d'attente, il y avait le lit, la table de nuit, les commodes, alors les gens ils s'asseyaient sur le lit en attendant. Et le top, c'était son cabinet dentaire. C'était dans la cuisine, dont la cuisine était en état, pleine de, bien sûr, d'assiettes sur l'évier. Il y avait son bureau qui avait des piles de dossiers énormes. Et puis le fauteuil des condamnés à mort, là, qui était d'époque, donc tous les ardés et tout. Détail, à la place de l'endroit où on crache, il y avait son cendrier, parce qu'il fumait sans arrêt. C'était plein de mégots. Et il n'était pas du tout habillé en dentiste, il n'était pas en blanc, il était habillé en chasseur. C'était un chasseur, lui. Donc il avait tout son habit de chasse, le béret et tout. Et le pompon, c'est que quand on s'asseyait dans le fauteuil, il y avait son chien de chasse, qui posait son museau sur votre cuisse, puis il regardait avec des yeux de chien battu, puis il disait « J'aimerais pas être à ta place. » Voilà, pour les personnages secondaires. Alors, On en était où, oui. Et si on revenait à nos affaires? Si on revenait à nos affaires. Bien. Le cercueil, tout ça, là, on en est où? Alors, et puis un beau jour, à Valmisère, on revient à Valmisère, non seulement il n'y a plus le mort dans le cercueil, mais il n'y a plus de cercueil. Il est parti faire du camping ailleurs avec son cercueil. D'où cette couverture magnifiquement dessinée. Ouais. Un cercueil qui fait le slalom entre les sapins. Et bien sûr, comme dans toutes les aventures du port de la mer de glace, Gérard, du bar Le Port de la Mer de Glace, dit il faut faire une expédition pour essayer de le récupérer, de le retrouver. Donc on part, moi je pars toujours en traînant les pieds. Donc Gérard, le Porthos en face, le chien Toby. Et c'est comme ça qu'on se retrouve, donc c'est en plein hiver, dans un refuge enfoui sous la neige, qui est la Chavanne de Villy. Hein, c'est au-dessus des gorges de la Diose. Voilà. Un vin chaud, c'est ça qu'il nous faut, dit Gérard en déballant 3 bouteilles de Côte-du-Rhône. J'ai prévu le coup. Cannelle, citron, clou de girofle, sucre et grand marnier. L'avantage du vin chaud, c'est que ça passe plus vite dans le sang. Affirmatif, approuva Fernando en activant son réchaud à essence. Nous avions mis nos vêtements à sécher sur une corde qui traversait la pièce et rallumé des bougies plantées sur des bouteilles dégoulinantes de cire. La cahute reprit aussitôt vie. À la lueur des chandelles, humant les senteurs de vin chaud et de cannelle, nous nous y sentîmes bientôt comme à la maison. L'amiral n'avait pas molli sur le Grand Marnier, mais personne ne s'en plaignit. À la Chavanne de Villy, à la Chavanne de Villy, une miche de pain, un saucisson à l'ail, un reblochon et 3 bouteilles de mondeuse. Plus tard, Fernando posa une tarte aux pommes sur la table. « Merde !» s'écria l'amiral. « Je sais ce que j'ai oublié. Le Dijon !» Le Porthos se leva et ouvrit un cellier grillagé. « J'ai vu une bouteille là-dedans. » Une petite étiquette était collée sur le litron, eau de vie, en lettres manuscrites. « Faut reconnaître, dit Gérard, imitant les tontons flingueurs, c'est du brutal. »« Ça a un goût de pomme, enchaîna Fernando. »« Il y en a, approuvai-je. En caleçon dans une cabane, enfouie sous la neige, sans chauffage, nous ruisselions de sueur. Les premiers effets du produit auraient dû nous alerter. Tandis que Fernando et l'amiral jouaient au domino avec des sucres, je me plongeais dans la lecture du livre d'or du refuge où les commentaires les plus banals me faisaient hurler de rire. Régulièrement, Gérard nous remettait une louche de gnôle, nous sommant de la boire cul sec. « Kin, claira le Porthos, t'as triché !» constata son adversaire. « T'as donné un sucre à Toby !» Lequel Toby, à 4 pattes sur la table, lapait dans le verre de son maître en remuant la queue. Je ris moins en tournant la dernière page du recueil. Un commentaire datant du 11 octobre 1999 était accompagné du dessin d'une tête de mort posée sur 2 tibias. J'ai goûté la gnôle qui traîne dans le placard. À proscrire. Je n'en ai pourtant bu qu'un fond de verre et j'ai déjà testé des produits illicites genre LSD, c'est de la camomille à côté. Je me suis pris pour un chamois tout l'après-midi. J'ai commencé par me foutre à poil, c'est mon entourage qui me l'a raconté. Et puis je suis partie courir à 4 pattes dans la montagne. Impossible de m'approcher. Quand je suis sortie de ce délire, j'avais les mains en sang et je crachais de la terre. Le pire, c'est ma femme. Pourtant, elle avait juste trempé les lèvres dedans. Elle s'est mise à faire le tapin devant le refuge, se trémoussant, dès qu'elle entendait siffler une marmotte. J'ai commencé par vouloir jeter ce produit toxique, mais je me suis ravisée, peut-être que son concepteur en fait un autre usage. Désherbé, dératisé. La dernière phrase.
on avait sifflé la bouteille. Alors, on part un petit peu en musique. La suite est délectable. Malheureusement, on ne peut pas vous la lire et c'est regrettable. Mais il faut bien qu'on en vende un peu. Gare à Jérémy. Jérémy, c'est le comptable des éditions. Alors, je vous donne un petit indice. Le chapitre suivant s'intitule « Dans l'au-delà », comme le titre, « Dans l'au-delà, Clairefontaine ». Tu vas nous la chanter? Ah, je connais... Non, je connais pas bien. Un petit peu. La Clairefontaine, c'est vieux, ça. Bon, je vous la fais courte. Dans l'eau de la Clairefontaine, elle se baignait toute nue. Une saute de vent soudaine jeta ses habits dans les nues. Alors là, il la saute. C'est pas celle que je connais, hein. Mais c'est pas... Et puis ça finit comme ça. Le jeu du plaire à l'ingénue, car à la fontaine souvent, elle s'alla baigner toute nue, en priant Dieu qu'il fit du vent, qu'il fit du vent. Et du court. Alors bon, vous l'avez deviné, là je vais avoir besoin de votre aide. Ouais. Le ciment de toute cette histoire, c'est l'amitié. Et avant d'en boire le verre, c'est pas trop tôt si vous voulez bien. À la Clairefontaine. Je vous propose une petite chanson. Alors si vous ne connaissez pas les paroles, vous pouvez la faire à la trompette. Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dis au fond des ports. Il naviguait en père peinard sur la grande mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctuates lectures, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits castors et pollux, des gens de Sodome et Gomorrhe, Sodome et Gomorrhe. C'était pas des amis choisis par Montaigne, la Boétie. Sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'était pas des enjeux non plus, l'évangile il l'avait pas lu, mais ils s'aimaient toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteor, aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le quart, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, leur balançait des SOS, on aurait dit des sémaphores, les copains d'abord. Au rendez-vous des bons copains, il n'y avait pas souvent de lapin. Quand l'un d'entre eux manquait à bord, c'est qu'il était mort. Oui, mais jamais au grand jamais, son trou dans l'eau ne se refermait. 100 ans après qu'aucun de sort, il manquait encore. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord.
les guettants père peinards sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord.